Bien, bonjour les cardifiens et cardifiennes. C'est comme ça, voilà. Avant de commencer, je voulais juste dire que je suis allé à un concert hier soir. Un concert d'un groupe de Manchester et qui s'appelle Gogo Penguin. Et franchement, allez voir ça sur YouTube, c'est génial. Ça mélange du classique, du jazz, de l'électro, de la rythmique. Ils sont géniaux, ils ont 25-30 ans. Voilà, bon maintenant on passe au brassage génétique, c'est parti. On passe à l'interprétation et la question est la suivante. Comment peut-on obtenir de la femelle P1 double hétérozygote? Comment elle arrive à fabriquer 4 types de génotypes possibles de gamètes? Que des schémas avec des ronds, sans légende, les ronds, c'est la moitié, c'est inférieur à la moyenne. Donc ici, je pars d'une cellule mère de gamètes diploïdes à 2 N chromosomes simples. Et de la femelle P1. Ces cellules mères se trouvent dans ces gonades. Donc attention de P1. P1, je rappelle que P1 est double hétérozygote. Elle est de phénotype dominant, EB+, VG+, et son génotype, excusez-moi, est EB+, EB, VG+, VG. Je pars de la cellule mère de gamètes avant la réplication, donc je suis ici en phase G1, ici S, et là je suis en phase G2. C'est bon. Eh bien, cette femelle P1, parent de F1, eh bien, a reçu la moitié de ses chromosomes des parents au-dessus. Donc, sur la paire de chromosomes ici, il y en a un qui vient de son père, entre guillemets, pour une mouche, et de sa mère. Donc, je marque en bleu. Allez, c'est son père qui lui a donné le chromosome avec EB+, et sa mère qui lui a donné le chromosome portant EB. Ici, VG+, L long, normal, et VG. Ça, faut que ça soit clair. Les gènes étudiés étant indépendants, portés par 2 chromosomes différents. Et comme cette espèce est diploïde, elle possède ses chromosomes en 2 exemplaires. Duplication. Duplication des chromosomes. Chromosome a une molécule d'ADN, maintenant a 2 molécules d'ADN. Et ces 2 molécules d'ADN ont une séquence strictement identique. Donc possèdent les mêmes allèles. EB+, EB+, EB, VG+, et VG. C'est toujours la même cellule mère de gamètes. J'ai un rond. Par contre, elle possède 2 N chromosomes dupliqués à 2 chromatides, à 2 molécules d'ADN enroulées sur eux-mêmes.
sur elle-même. On va partir de là. Il y a deux métaphases, il y a deux anaphases possibles. Je vous rappelle, l'anaphase, c'est la séparation des deux chromosomes homologues de chaque bivalent. Donc ces deux chromosomes vont se séparer, cela aussi. Et je vous ai dit dans votre tableau, ceci se fait de façon aléatoire et indépendante pour chaque paire de chromosomes. Deux anaphases 1 possibles. Je suis toujours au niveau d'une cellule mère de gamètes. Qui possède de l'eau de N chromosomes dupliqués. Je mets l'équateur ici. EB+, là je vais mettre VG+, VG+, VG, VG. Nous pouvons mettre, donc tout simplement pour montrer que les chromosomes vont aller vers les pôles. Et les deux chromosomes homologues se sont séparés de chaque paire. Autre possibilité, eh bien, ces deux chromosomes se sont séparés de cette façon-là. Mais si celle-là elle fait pareil, on arrive au même résultat. Il n'y a pas de droite-gauche non plus. Donc il faut modifier soit celle-ci, soit celle-ci, une des deux. Allez, je modifie celle-là. EB plus EB plus EB EB. Ici, je ne change rien. VG plus VG plus VG VG. Donc on peut rappeler car séparation aléatoire des deux chromosomes homologues de chaque paire et de façon indépendante pour chaque paire. Aléatoire et indépendante pour chaque paire. Chaque paire fait ce qu'elle veut. Voilà ce que ça veut dire. Séparation aléatoire des chromosomes homologues de chaque paire et de façon indépendante pour chaque paire. Bon, après ça va très vite, hein. Ça va très très vite. Et j'en arrive directement aux gamètes. Qu'est-ce qui se passe en méiose 2? En méiose 2, ce sont les chromatides qui se séparent. Donc là, séparation des deux chromatides, séparation des deux chromatides, séparation des deux chromatides, etc. Le génotype, donc ici, gamète, à N chromosomes simples. Je représente, j'écris le génotype
le génotype est EB+, VG+. EB, VG. Je vous rappelle qu'on ne marque pas le phénotype. On ne marque pas le phénotype. Les gamètes, là ici les ovules, elles n'ont pas d'ailes, n'ont pas de couleur particulière. Donc je ne marque surtout pas le phénotype. Le phénotype, c'est pour les adultes. Génotype de gamètes possible. Eh bien, ce brassage des allèles entre gènes indépendants, par séparation aléatoire des chromosomes homologues et de façon indépendante pour chaque paire, on appelle ça le brassage interchromosomique. Comme ça, cette séparation à l'origine du brassage interchromosomique. Donc entre chromosomes hétérologues. VG. Le problème, c'est que si je laisse mes chromosomes comme cela, mes deux chromosomes homologues comme cela, séparation des chromatides, d'abord séparation des chromosomes homologues, puis séparation des chromatides. Qu'est-ce que j'ai comme type de gamète? B+, VG+, BVG. Mais il m'en manque deux. Vous savez que lors de la prophase 1, les chromosomes s'accrochent, les chromosomes homologues s'accrochent l'un à l'autre par des chiasmas. Donc je vais montrer un chiasma. Et lorsque vous avez à démontrer cela, et au niveau du chiasma, peut se faire des échanges de fragments de chromatides entre chromosomes homologues. Donc là, ici, vous avez maintenant VG. Et là, ici, VG+. C'est ce qu'on appelle un crossing over. On appelle ça un enjambement en français. Et en anglais, on appelle ça un crossing over. Donc ici, crossing over. Anaphase 1 de méiose, à partir de cette cellule-là, séparation des chromosomes homologues, sauf que ce chromosome homologue-là va partir avec ce petit fragment du chromosome homologue. Ce chromosome homologue va partir avec le petit fragment de l'autre chromosome homologue. Alors, VG, autant pour moi, VG. D'où l'intérêt de bien mettre deux couleurs différentes aux deux chromosomes d'une paire pour bien montrer cet enjambement.
et cet échange de fragments de chromatide lors de la prophase 1. Bon, on n'a plus qu'à séparer les chromatides maintenant. Allez, c'est parti. Donc ça, c'est méiose 2. Ici, c'était 2 cellules filles à N chromosomes dupliqués. Maintenant, je vais obtenir 4 gamètes. À N chromosomes, simple, par séparation des chromatides. Et je retrouve bien mes 4 génotypes pour expliquer les 4 phénotypes observés en F1. Maxence, chewing-gum. Non, c'est pour la caméra, c'est tout. Voilà. Donc Maxence ramènera un paquet d'oursons demain. Vous êtes les bienvenus, les cardifiennes et les scardifios. Ces gamètes portent des noms particuliers. Les gamètes dont les chromosomes n'ont pas échangé de fragments de chromatide, on les appelle des gamètes parentaux, GP. G grand P. Là, ici, il y a un gamète, en gamètes parentaux, gamète parental, puisque là, il y a gamète parental, GP. Vous avez aussi ici un gamète qui, vis-à-vis des 2 gènes, n'a pas échangé de fragments avec l'autre chromosome homologue. On l'appelle aussi GP, gamète parental. Les gamètes qui possèdent des chromosomes avec des allèles d'un chromosome et des allèles d'un autre chromosome sont appelés des gamètes recombinés. GR, gamètes recombinés, issus de l'échange de fragments de chromatide entre chromosomes homologues. GR, gamètes recombinés. Ces échanges de fragments de chromatide, donc ces échanges d'allèles entre chromosomes homologues lors de la prophase 1, correspond au brassage qu'on appelle le brassage intrachromosomique, c'est-à-dire entre chromosomes homologues. Brassage intrachromosomique. Donc, la prophase, le crossing over en prophase 1, permet le brassage intrachromosomique. Il y avait 2 questions. 1, l'origine des phénotypes nouveaux. Et 2, pourquoi on n'a pas le même pourcentage de phénotypes nouveaux dans les 2 croisements. Il y en a un, c'est 50% de phénotypes nouveaux, comme les parentaux. Et puis la version 2, il n'y a que 16% et 84% chez les de type phénotypes parentaux. En première réponse, phénotypes nouveaux. Donc les phénotypes nouveaux apparus chez F1
proviennent de deux brassages génétiques intra- et interchromosomiques, intra- et interchromosomiques, lors de la méiose des cellules mères de gamètes. Chez qui? Oui. Chez la femelle. Chez la femelle, P1, double hétérozygote. Ce brassage des allèles lors de la méiose est à l'origine de quatre génotypes possibles de gamètes. Est à l'origine de 4 génotypes possibles de gamètes. Ils ont 2 maintenant. Première chose à dire, et ça vous pourrez l'encadrer dans votre chambre et le punaiser. Le pourcentage Or, de quoi dépend le pourcentage des phénotypes des descendants F1? Il dépend de quoi? Oui? Du pourcentage des gamètes de la femelle? Bah oui. Du pourcentage des gamètes produits par le double hétérozygote, la femelle P1. Quel est le pourcentage de production de ce type de gamètes vis-à-vis des 2 gènes étudiés pour P2? Le pourcentage, c'est 100%. Il ne peut produire que ce type-là, que celui-là. Donc le pourcentage des descendants dépend, comme tu as très bien dit Morgane, du pourcentage des 4 types de gamètes produits par la femelle P2. Alors dis-moi, elle a produit combien de pourcents de ce type de gamètes, la femelle? 25%. À 25%. Donc on rajoute 25, 25, 25, 25. Quand les gènes sont nous l'avons dit tout à l'heure, Morgane l'a dit, le pourcentage des descendants dépend du pourcentage de gamètes produits par P2. Donc, P2 a produit 42% de ce type de gamètes, 42% de ce type-là, 8% de ce type-là, et 8% de celui-là. Alors, expliquons pourquoi. Expliquons pourquoi. Le pourcentage des phénotypes des descendants F1 dépend du pourcentage de gamètes produits par P2. Premier, la séparation
aléatoire. Puisque ça peut se faire comme ça, ou ça peut se faire comme ça, mais bon, c'est 50-50 quoi. Donc on obtient à la ligne les méioses avec crossing over, bon, eh bien, sont moins fréquentes que les méioses sans crossing over, ce qui explique que le pourcentage de gamètes recombinés est beaucoup moins fréquent que les gamètes parentaux qui ne proviennent pas d'un crossing over. Je vous laisse réfléchir à tout ça, vous relisez ça, tête reposée, posez-moi des questions, n'hésitez pas, je vous laisse relire tout ça depuis le début. Ce type de croisement entre un double hétérozygote et un homozygote récessif, c'est ce qu'on appelle un croisement test. Et dans ce croisement test, le pourcentage des descendants ne dépend que du pourcentage des gamètes produits par le double hétérozygote. Donc le croisement test, c'est pour savoir si les gènes qu'on étudie sont liés ou indépendants. S'ils sont indépendants, je vais obtenir des F1, des descendants, tous au même pourcentage. Si les gènes sont liés, je vais obtenir des descendants au pourcentage différent. Et vous avez beaucoup d'exercices sur, et on vous demande de déterminer si les gènes sont liés ou indépendants. En ECE aussi. Je trouve que c'est une belle démonstration, dans le sens où démontrer le brassage, c'est pas simple. C'est-à-dire que vous n'allez pas étudier chaque méiose pour savoir s'il y a crossing over ou pas, vous n'allez pas établir le génotype des gamètes. C'est l'idée de croiser ces deux types d'individus et pas au hasard. C'est vraiment ce qui est important, c'est le double homozygote récessif qui lui ne produit que 100% de ce type de gamètes. Et c'est qu'en regardant le phénotype qu'on peut dire si les gènes sont liés ou indépendants. C'est assez impressionnant. Donc ça a été découvert, cela, aux alentours des années 1930 par l'équipe dont je vous ai déjà parlé, américaine, dirigée par Thomas Morgan, et pour ses travaux pour lesquels il a reçu le prix Nobel. Ah, il en a compté des mouches, le gars, hein, et ses collègues aussi, de son équipe. Et après, il y a un de ses disciples, qui a continué les recherches en génétique sur la drosophile et qui a établi la première carte génétique, c'est-à-dire où sont placés les gènes sur les chromosomes. Ça, c'est hors programme, mais hyper intéressant. Alors, je vous dis ça. Là, j'ai pris deux gènes liés, là, ici, le B, grand B et grand L. Je vous prends deux autres gènes liés, que je vais appeler ZY, pourquoi pas les ZY. Vous allez obtenir, tiens, je vais les appeler ZY, donc BL, c'est comme ça. Voilà, c'est sur le chromosome 2. Puis je vais le prendre sur le chromosome 3, par exemple. Voilà, qui est un peu plus grand, et je vais prendre deux gènes théoriques ZX, voilà. Eh bien, quand on fait un croisement test vis-à-vis de ces deux gènes, j'obtiens, là j'avais 16%, et là j'obtiens 35%. C'est bizarre. Pourquoi dans un cas j'obtiens 16% de nouveaux phénotypes, et vis-à-vis de ces deux gènes-là, je vais en obtenir 35%. Voilà. S'ils sont très très proches, pour qu'il y ait un chiasma, c'est pas simple.
et un échange alors qu'ils sont très proches. Plus ils sont éloignés, plus les échanges sont possibles. Il y a plus de chances d'avoir un échange quand les deux gènes sont éloignés que lorsque les gènes sont très près. Il y a des gènes liés où on n'a que 1%, 1%. Et donc il a établi la carte théorique et la distance qu'il a pris entre les gènes a été appelée, en hommage à son maître, le centimorgane. Voilà. Bien. Bon, bah, à plus. Oui. Wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year.